D'ailleurs, une entreprise agricole se distingue par des règles de valorisation. Et il existe justement différentes méthodes pour ces règles de valorisation. Le S, c'est une liaison, parce qu'il y a l'idée de continuité. Vous avez choisi de faire l'entreprise de secteur primaire parce qu'il y avait différents composants. Oui. Donc il y avait différentes méthodes. Oui, des règles de valorisation, oui. Lesquelles? D'où on voit double figure de style, antithèse et oxymore. Excusez-moi, première entrée, première sortie, que voulez dire par première entrée? Mais c'est aussi un homme engagé dans la vie politique. Il était contre le régime de Napoléon III. Expliquez-nous le fonctionnement d'un bulletin de paie. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées. Bonjour, c'est Nathanaël, et aujourd'hui on va parler de littérature. Bonjour, c'est Mehdi et je prépare mon bac de français. Alors bonjour, c'est Mehdi et je prépare mon bac de français. Alors je vais parler du texte de Victor Hugo, Demain dès l'aube. Victor Hugo, qui est chef des romantistes, c'est un courant littéraire dans lequel l'expression des sentiments y règne. Donc Victor Hugo, c'est un grand romancier, notamment avec Les Misérables. C'est aussi il a aussi écrit des théâtres, mais c'est aussi un homme engagé dans la vie politique. Il était contre le régime de Napoléon III. Donc maintenant, passons à l'œuvre Les Contemplations. Donc Les Contemplations, c'est un recueil autobiographique. Ça raconte la mort de la fille de Victor Hugo qui s'appelait Léopoldine, qui est morte noyée. Et le titre du recueil s'appelle Aujourd'hui. Aujourd'hui, ça veut dire c'est la perte, le souvenir de la perte de son enfant. Et Pokaemae, qui veut dire du latin, à ma pauvre fille. Donc, vous me dites la problématique, quelle est la force du poème. Donc, je vais répondre en disant qu'il y a 3 axes. C'est d'abord un voyage, puis ce voyage devient un itinéraire spirituel, puis un pèlerinage. Maintenant, je vais passer à la lecture. Demain dès l'aube, à l'heure blanchie à campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Donc alors, mon premier axe, le voyage. On peut dire que nous avons une progression dans le temps. Notamment, nous avons une insistance sur le départ. Demain, dès l'aube, je partirai, qui est accompagné d'une ponctuation, les virgules qui montrent son envie de partir. Nous avons aussi l'insistance, nous avons l'insistance du départ, et on peut dire que le vers se termine au vers 9. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ce qui est une métaphore. Nous pouvons dire que ça a duré une journée. Son voyage a duré une journée. Bien que nous avons une progression dans le temps, nous avons aussi une progression dans l'espace. Nous avons une succession de lieux. Vers 1, la campagne. J'irai par la forêt, par la montagne. Puis, cet espace est devenu maritime. Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, qui est une ville à côté de Deauville. Donc, nous avons une progression dans le temps, dans l'espace, accompagnée d'un aphore en géré, montrant le départ. Mais ce voyage
est déterminant. Il y a le poète nous montre sa détermination de partir, notamment les verbes j'irai, je partirai, je marcherai. Ce sont des verbes du futur qui montrent un projet, un départ. Et notamment aussi leur placement. Ils sont placés au début des vers, ainsi qu'au milieu des vers. Donc on peut dire que c'est un voyage à travers le temps et l'espace, mais ce voyage va devenir spirituel. Donc ce voyage va devenir spirituel car il n'y a aucune description des lieux, des paysages. Le poète nous dit juste là où il partira, mais il n'y a aucune description. Je partirai, vois-tu, j'irai par la forêt, par la montagne, puis ça devient maritime, harfleur. L'anaphore en son nous montre que il est complètement indifférent, il ne cherche pas à montrer les paysages, il cherche plutôt à nous montrer que c'est un itinéraire spirituel, c'est-à-dire que c'est un itinéraire intérieur. C'est un voyage personnel. Par exemple, il dit « Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées ». Et sans rien voir au dehors, sans rien entendre qu'un bruit, ces deux vers nous montrent que tout ce qui l'intéresse se trouve à l'intérieur de lui. Ce n'est pas ce qui l'entoure, le paysage. Puis le vers 8 nous montre sa solitude. Seul, inconnu, le dos courbé. Bien qu'il soit seul, il est aussi triste. Le vers 9. Triste et le jour pour moi sera comme la nuit. Mais nous avons une relation affective qui est présente. Avec la présence du pronom personnel tu. Je partirai, vois-tu. Je sais que tu m'attends. Ce pronom personnel est toujours accompagné du jeu. Il y a un lien entre le jeu du poète et le tu. Puis, pouvons dire que le vers 4 est très fort. Je n'ai pu demeurer loin de toi plus longtemps. On peut dire que c'est une obsession. C'est comme si c'est une incantation. Le rythme est tertiaire. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Mais ces pensées sont aussi douloureuses, dont le troisième 4-1. Je ne regretterai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles au loin de son envers-fleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouvert et de brillants fleurs. Nous voyons bien que dans ce 4-1, il médite, il y a une méditation, et c'est une contemplation intérieure. Cet itinéraire spirituel devient un pèlerinage. Un pèlerinage, c'est-à-dire c'est un hommage à une personne. On peut voir que c'est un hommage notamment à sa fille, Léopoldine, qui est morte noyée. Et ce pèlerinage, à travers ce pèlerinage, le poète veut, à travers l'écriture, il veut ressusciter sa fille, l'immortaliser. D'où le bouquet de ouvert ainsi que le brouillard en fleurs. Ce dernier vers a une symbolisation. Il contient deux symboles. Le ouvert qui veut dire la résurrection et le brouillard en fleurs qui veut dire la jeunesse. Donc on peut voir que l'auteur veut ressusciter sa fille grâce à la poésie, car comme sa fille est morte, il veut lui rendre hommage. Et nous pourrons dire que c'est un voyage d'un père vers la tombe de sa fille. Ce voyage est devenu un itinéraire spirituel.
cet itinéraire, bien qu'il ait eu des pensées à sa fille, il a eu des pensées douloureuses. Et on a une envie de l'auteur de retrouver sa fille, de la revoir ressusciter, notamment à travers un poème. Ce poème est fait pour sa fille, pour que ce soit immortalisé. On peut dire que ce poème ressemble beaucoup au poème de Verlaine. Le poème Saturnin Mélancolia, parce que dans le poème de Verlaine, Balanossi pense à un rêve d'une femme. Il ne sait pas c'est qui, mais c'est un rêve familier, donc il connaît cette femme. Il a perdu cette femme et il veut à tout prix se souvenir de la perte de cette femme qu'il ne connaît pas. Voilà. Bon, je vous écoute. Alors, à une passante de Charles Baudelaire, extrait de l'œuvre des Fleurs du Mal, tableau parution 1857. Donc, Charles Baudelaire est un auteur, est un poète symboliste du 19e siècle. Il a écrit, c'est lui qui est à l'origine de la conception du poème en prose, ce qui est une nouveauté. Il a écrit Les Fleurs du Mal, qui est une œuvre qui a été condamnée en 1857 car elle a été jugée immorale. Dans la période de cet extrait, une passante raconte l'histoire d'un homme. Ça raconte la rencontre éphémère et violente d'une femme. C'est un homme qui rencontre une femme, mais cette femme cette rencontre est éphémère car elle ne dure pas longtemps. On peut dire que quelle est la problématique alors. Quelle est la force du poème? Alors, premièrement, on verra dans une première partie la violence de la rencontre. Dans une deuxième partie, on verra l'image de la femme. Et dans une troisième partie, on verra l'échec amoureux de la perte. Alors, je vais commencer la lecture. À une passante. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse. Sous le vent, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble, avec sa jambe de statue, moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil ciel livide, où germe l'ouragan. La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté, dans le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici. Trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que je fusse aimé. Ô toi qui le savais. Donc à on verra la violence de la rencontre. Alors, tableau parisien, ainsi que le premier vers nous indique que nous sommes dans un milieu urbain, dans une ville. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Ce premier vers nous montre la violence, le bruit, le vacarme de cette ville. De plus, elle est l'allitération R en S, mais aussi l'assonance en U, nous montre à tel point ce vacarme, ce bruit incessant. De plus, l'expression autour de moi est située entre la rue et hurlait. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Cela nous montre un effet d'enfermement. On est enfermé dès le premier vers. Puis, cette violence de la rue,
il y a aussi la violence du coup de foudre. Le vers 10 qui est violent. Un éclair, puis la nuit. C'est une antithèse. Baudelaire oppose l'obscurité avec l'éclairement. Et on peut voir dans ce vers, c'est la succession d'une chose qui est la conséquence d'une autre. Un éclair, la foudre, implicitement, puis la nuit. Plus rien ne se passe. Ça correspond à la rencontre. La femme, puis elle disparaît. Puis on peut dire que la ponctuation nous relève de la violence, nous relève de cette violence, notamment avec la présence de l'exclamation. Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Oh, toi que j'eusse aimé, oh, toi qui le savais. Ça nous montre la violence de cette rencontre. Mais il y a aussi une violence latente. Il y a la violence du poète. Le poète est... Moi, je buvais, crispé comme extravagant, le poète est extravagant. Il y a aussi... dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan. Soudainement, tous ces mots montrent l'état d'esprit du poète. Maintenant, nous allons voir dans la même partie l'image de la femme. Alors, premièrement, la femme est représentée comme une femme très belle, qui a une grande beauté, vers 2 à vers 5, longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passade, une main fastueuse. On peut voir que, d'après qu'elle a une silhouette longéline, qu'elle a une démarche qui est distincte. On la compare implicitement à une reine, fastueuse, majestueuse. On peut aussi la comparer à une statue, à un art, agile et noble avec sa jambe de statue, mais aussi elle est comparée aussi comme une danseuse. Sous le vent, balançant le feston et l'ourlet, agile. Baudelaire nous met en lumière cette caractéristique de la beauté féminine de cette femme, justement. Bien que cette femme soit belle, elle est aussi mystérieuse. On ne connaît pas son nom, on la nomme une femme, puis le titre à une passante. De plus, son style vestimentaire en grand deuil, ce qui suppose qu'elle habille en noir. Donc peut-être qu'il y a eu un enterrement, donc on ne connaît pas son passé. Et cette femme provoque une incertitude. D'où le vers 11, ne te verrai-je plus que dans cette éternité. En un certain, on n'est pas sûr, le poète n'est pas sûr de la revoir. De plus, la personnalité de la femme est une antithèse. Puisque la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Ce vers nous montre que elle est à la fois apaisante et le plaisir qui tue nous montre qu'elle est à la fois inquiétante, cette femme. D'où la dualité. Puis nous avons aussi une ambiguïté de cette femme. Puisque on peut dire que cette femme connaît la mort. Car les vers comme dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, mais de plus,
la présence du verbe tu, sa main fastueuse, on peut comparer cette femme à une faucheuse. Donc c'est vraiment ambigu, on peut dire. Puis je viens à l'échec amoureux de la perte. On peut voir que on peut dire que la femme est en mouvement et le poète en immobilité. La femme disparaît, d'où le titre à une passante. C'est une rencontre éphémère. Le verbe passé simple connote la brièveté. De plus, le poète, dû à son immobilité, ne fait rien. On suppose qu'il est assis dans un bar, n'essaye pas d'aller la voir, il laisse passer l'action. Il est passif. Puis, on peut voir le tercet et la chute. Je veux dire, le poids de la fatalité. On peut dire que c'est une fatalité. C'est le destin que cette femme, que le poète devait rencontrer subitement cette femme, puis la voir disparaître. D'où les questions du poète. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité, ainsi que cette exclamation. Ailleurs, bien le d'ici, trop tard, jamais peut-être. Ce conditionnel nous montre que c'est qu'un instant et ça montre la triste condition humaine. Mais de plus, nous avons aussi la force de la parole poétique. Nous avons le titre qui est une dédicace à cette femme, à une passante. De plus, cette femme, elle est immortalisée. L'auteur, le poète dit que je buvais dans son œil ciel livide où germe l'ouragan. Ce truc poétique nous montre que l'eau, le ciel, le feu, on peut comparer ça aux éléments comme l'eau, le feu, le ciel. De plus, on peut dire que il y a un double crescendo, premier hémistiche. Dans le deuxième temps, il y a un deuxième hémistiche, reprise du rythme. Et l'anaphore qui fait vibrer la France, c'est « Ô toi que je fus aimé, ô toi que je savais ». Conclusion. On a dans ce sonnet, Baudelaire exprime ses sentiments. Violent poussé à leur paroxysme. Puis on peut dire que cette image de cette femme est à la fois une séductrice et destructrice. Ce poème peint la triste condition humaine de l'homme et une rencontre qui était destinée à ne pas avoir lieu. On peut faire une ouverture avec le poème de Verlaine, Mon rêve familier, dans lequel Verlaine rêve d'une femme, inquiétante aussi, inconnue aussi, qu'il essaye d'immortaliser dans son écriture, pour se souvenir d'elle. Je vais donc vous parler du pont Mirabeau de Guillaume Apollinaire. Alors dans un premier temps, laissez-moi vous parler d'abord de qui était justement Guillaume Apollinaire. Eh bien, concernant Guillaume Apollinaire, il est né en 1880 à Rome. Et il est reconnu par le surréalisme. C'est quelqu'un qui a fait de brillantes études au lycée Saint-Charles à Monaco. Par ailleurs, il a eu une initiation aux mythes antiques et légendes médiévales. Malheureusement, il a eu un échec au baccalauréat,
Toutefois, il a su rebondir en composant des poèmes. Et par la suite, il est tombé amoureux d'une gouvernante anglaise qui s'appelait Annie Playden, mais qui va le rejeter en 1902. Par ailleurs, il a rencontré Max Jacob et Picasso et lancé le cubisme. En 1914, il a intégré l'armée française. De plus, en 1915, il s'est fiancé avec Madeleine de Pagès dans un train. À la fin de la guerre à Paris, la Première Guerre mondiale, il fut blessé par un éclat d'obus, et de plus il rompt avec Madeleine Pagès. Et en 1917, il publie un recueil de poèmes qu'il appelle Calligramme, précisément, il écrit un recueil de poèmes qui s'appelle Calligramme en 1917, qu'il va publier le 15 avril 1918. Le 2 mai, il épouse Jacqueline, toutefois le 9 novembre 1918, il va mourir de la grippe espagnole. Donc je vais vous parler du Pont Mirabeau, qui est un texte issu du recueil Alcool, qui a été écrit par Guillaume Apollinaire en 1913. Et donc ce poème, qu'est-ce qu'il parle ? Il parle d'un poème où il tombe amoureux justement. Il tombe amoureux. Et donc pour la problématique de ce poème-là auquel nous allons être confrontés, ça va être en quoi sommes-nous face à la fuite du temps ? En quoi cet amour, on peut-on retrouver l'amour dans ce poème ? En quoi y a-t-il le thème de l'eau dans ce poème-là ? Et donc pour répondre, j'ai proposé 3 problématiques. Pour répondre à cette question, ces différentes problématiques, nous allons voir dans un premier plan le thème de l'eau, dans un second temps le thème du temps, dans un troisième temps l'eau, l'amour avec le temps regroupés ensemble. Mais avant, laissez-moi vous lire le poème. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent. La joie venait toujours après la peine, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de Silas. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Donc à présent, je vais laisser-moi vous développer mon premier thème, le thème de l'eau, dans une première sous-partie, nous allons voir le mouvement irréversible. En quoi y a-t-il un mouvement irréversible ? Et bien, vous pouvez constater qu'un mouvement irréversible, c'est un mouvement inexorable. C'est-à-dire que dans ce poème-là, ce que nous pouvons observer, c'est que l'eau coulera toujours. C'est un poème surtout qui est dépourvu de ponctuation. Car si on mettait de la ponctuation dans ce poème-là, c'est-à-dire une virgule, un point, cela gênerait le mouvement perpétuel de l'eau. Par ailleurs, on peut observer qu'il y a le champ lexical du mouvement. On a une réciprocité qui est formée à la ligne 17. Les mains dans les mains, restons face à face. Par ailleurs, l'onde Silas, à la ligne 10. C'est pour marquer le mouvement de l'eau. Et c'est une personnification de la femme qu'il aime. Voilà pourquoi il utilise justement ce terme-là. Donc il y a une figure de style et ça représente bien également le mouvement. Maintenant, concernant une deuxième sous-partie à propos du thème de l'eau, on peut voir l'éternité du passage. Ce sera ma deuxième sous-partie. Parce que l'être humain va passer un moment éternel. Puisque si on se réfère au verbe couler, c'est le principal verbe qui marque le passage. Et on le retrouve dans le refrain. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. De plus, le verbe demeurer va marquer l'éternité. C'est un verbe d'état qui provoque une musicalité dans le poème. À propos de ma dernière sous-partie concernant le thème de l'eau, je parlerai des rythmes et des sonorités. On peut voir qu'il y a de nombreuses allitérations, notamment l'allitération en L au premier vers, sous le pont Mirabeau coule la Seine. Quel est l'intérêt de mettre une allitération en L ? C'est que ça représente la consonne liquide. C'est pour imiter l'eau qui passe. De plus, on peut voir qu'il y a une séparation toujours entre les deuxième et troisième vers. C'est pour des raisons rythmiques que le poète applique ceci. C'est ce qu'on appelle la décasyllabe découpée.
Par ailleurs, on a une itération en N qui cherche à ralentir le rythme justement. Avec le troisième verbe notamment, où on peut retrouver la solennité qui s'installe. De plus, il y a un enchaînement des allitérations en S, V et N. Et le dixième vers, on entend le bruit de l'eau. Voilà concernant le thème de l'eau. À présent, je vais vous parler de ma deuxième sous-partie concernant le thème du temps. Et ma première sous-partie dans mon grand 2, sur le thème du temps, ce sera les temps verbaux. Les temps verbaux, ils cherchent à marquer la durée. Notamment, on peut voir la présence de l'imparfait, si on se réfère notamment aux lignes... la joie venait toujours après la peine. On peut voir que c'est conjugué à la troisième personne de l'imparfait. Concernant le verbe d'état demeurer, il symbolise la manière d'être dans le refrain. Il y a la majorité des verbes tout de même qui sont conjugués au présent. Et surtout, ce qui est intéressant dans le verbe passer, c'est qu'il fait référence à l'eau justement. Dans le dernier 6-1, on peut observer qu'il y a un parallélisme avec le verbe justement passer. C'est non seulement un parallélisme, mais c'est aussi une gradation ascendante. Si je lis le vers 19, passe les jours et passe les semaines. Le poète a voulu former un parallélisme en répétant le verbe passer, et dans le but de mettre une figure de style, mais aussi la gradation ascendante pour accentuer ça. Donc on est face à une double figure de style. C'était concernant la première sous-partie concernant le thème du temps. À présent, je vais vous parler d'une deuxième sous-partie concernant le grand 2, les notations temporelles. On peut observer qu'il y a le champ lexical du temps dans le refrain, qui revient sans cesse, avec notamment l'anaphore. On peut dire que c'est une anaphore. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Notamment les variables jour et semaine, qu'on peut retrouver à la ligne 19. Les variables jour et semaine et l'invariable temps vont représenter justement le champ lexical du temps et de l'amour, le champ lexical du temps et de l'amour qui mêle justement la fuite du temps, d'où on répond ici à notre problématique. Par ailleurs, la clôture du poème avec le refrain, c'est que ça permet de ressortir un caractère de ce qui existe en dehors du temps et de la durée. À présent, ma troisième sous-partie concernant le thème du temps sera l'expression de l'intemporalité. C'est ce qui existe en dehors du temps et de la durée. On a notamment un il qu'on peut retrouver précisément, on peut le retrouver, la ligne, faut-il qu'il m'en souvienne, ligne 3. C'est formé comme une question sous-entendue, et d'ailleurs on peut voir encore complètement que c'est dépourvu de ponctuation. Et ce il qui est dit impersonnel, il dit impersonnel justement, parce qu'on fait référence à... ce n'est pas être dans le cas du personnel, mais c'est être dans le cas de l'impersonnel. Et ce qu'on peut voir, c'est que les jours avancent et marquent la fuite du temps, et que l'homme face à ça, la fuite du temps, le temps qui coule, la durée, etc., il est statique. Et concernant le 7e vers, on peut voir qu'il y a deux morceaux de réciprocité qui marquent justement l'intemporalité. De plus, il y a deux vers qui forment les deux vers forment justement une forme particulière de ce qu'on peut dire l'anaphore. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'épavadiplose. Donc, on le retrouve au 7e vers, les mains dans les mains, restons face à face. Donc, c'est une forme, on va dire, particulière de l'anaphore, c'est ce qu'on appelle l'épavadiplose. À présent, parlons de notre thème 3 où on mélange le thème de l'eau, le thème du temps et celui de l'amour. Dans une première partie, parlons des éléments polysémiques. Qu'est-ce que c'est que les éléments polysémiques? C'est ce qui a plusieurs sens. Et donc on peut voir que au 3e vers, le il impersonnel est donc une question sous-entendue, que c'est un poème d'inspiration romantique avec une signification concrète et abstraite, puisqu'on peut voir une réciprocité dans le 7e vers et dans le 9e vers, où le poète est dans la main avec la fin qu'il aime, c'est ce qu'il essaie de dire derrière, d'où il dit, dans le 7e et 9e vers, les mains dans les mains, restons face à face, les ponts de nos bras passent. Il veut dire que les deux bras, ça représente les deux bras des amoureux qui forment justement le pont Mirabeau. De plus,
le 13e verbe, pardon. L'amour s'en va comme cette eau courante, ça marque la tristesse, parce que là on comprend qu'il a perdu sa femme. Concernant maintenant, à présent, une deuxième sous-partie sur les ambivalences dues à l'absence de ponctuation. Le poème, il est dépourvu de ponctuation. Pourquoi ? C'est pour justement rien n'entrave le courant de l'eau et la fuite du temps. Et il est symbolisé par le 10e vers, des éternels regards longs de Silas. Le poète utilise justement deux figures de style, une hyperbole et une personnification. Pourquoi ? Parce qu'il fait une personnification de la femme qu'il aime. De plus, il y a une comparaison puisqu'il utilise l'outil comparant comme, et c'est une parole pour exagérer justement cette tristesse-là qu'il a. Par ailleurs, le refrain, chaque verbe contient deux verbes qui sont susceptibles de séparer chaque vers d'une virgule. Voilà. Parce que si on voit le refrain, vienne la nuit, sonne l'heure, on peut toujours séparer d'une virgule ces verbes-là. Donc il y a une certaine ambivalence de l'absence de ponctuation. Maintenant, la dernière sous-partie concernant ce thème-là, il y a un lyrisme, c'est-à-dire l'expression du sentiment, qui est fait de rupture et de continuité. Le lyrisme, par l'exaltation et l'intensité. C'est un style très poétique du XXe siècle, et le poète s'exprime avec une rigueur poétique vraiment libre, avec notamment notre 4e vers, la joie venait toujours après la peine, c'est une antithèse sur tout ce qu'il veut faire là. Il y a également le 10e vers, où il dit des éternels regards longs de Silas. C'est une personnification qui fait référence justement à l'être humain. Et l'être humain, justement, il est las, puisqu'il a une fatigue, il s'ennuie, il a une lassitude de vivre, car il s'ennuie justement sans celle qu'il aime. Et il y a une allégorie justement derrière ça, qui symbolise la rupture. Notamment au 10e vers, où il met le D en apostrophe. Non, surtout si on regarde le vers 16, l'espérance est violente. Il met un E à l'espérance justement pour symboliser cette marque de rupture. Et donc pour conclure sur ce poème-là, c'est un poète qui relate 3 thèmes principaux, donc le thème de l'eau, le thème du temps qui se distingue particulièrement. Et cependant, il y a un amour qui s'installe au cœur de ce poème, et c'est là où il est inéluctable justement de constater la fuite du temps. Et donc le poète va raconter un événement amoureux de sa vie, pendant que le temps passe, et d'où on retrouve, et justement toutes ces notions-là, le thème de l'eau, la fuite du temps, on le retrouve dans un certain poème de Alphonse de Lamartine, qui est reconnu par le romantisme, c'est-à-dire le lac. Et justement, d'ailleurs il dit dans le lac, c'est temps qui les donna, ce temps qui les efface. Ou encore, ô temps suspend ton vol, et vous heures propices suspendez votre cours, laissez-nous savourer ces rapides délices des plus beaux de nos jours. Par ailleurs, à cœur de jour, à cœur de nuit, passe le temps, disait Anne Hébert. Ou encore, comme le temps passe, l'avenir se change en passé, ne nous laissant que du temps perdu, disait Claire Martin. Ou encore, Charles Baudelaire, dans L'Ennemi, un poème inscrit dans les Fleurs du Mal, enfin qu'on retrouve dans les Fleurs du Mal. Ô douleur, le temps mange la vie. Et ce qu'on retiendra surtout dans Apollinaire, c'est ni temps passé, ni les amours reviennent. Et de plus, ce poème va se terminer par une morale qui va rappeler un poème de Jean de La Fontaine, qui est reconnu justement par les Lumières. C'est le poème qui se conclut par une morale dans Jean de La Fontaine, comme ici, c'est le héron. Parce qu'il y a une morale également, vu que c'est une fable, mais là il y a une certaine morale, puisqu'il dit ni les amours reviennent, ni le temps passé, ni les amours reviennent. Voilà, j'en ai terminé pour ce poème, merci de m'avoir écouté. Alors, après avoir fait des essais de l'entraînement pour le bac de français, je vais demander à Nathaniel ce qu'il en pense de ma prestation. Bon, alors moi, mon avis sur ce que j'ai pu écouter de Mehdi à travers ces 6 oraux, j'ai trouvé que le premier, bon, il n'était pas complètement encore à l'aise, c'était le premier qui faisait Ileido. Au fur et à mesure, il commence à un peu prendre à l'aise. Il n'arrive pas à créer une certaine dynamique dans son exposé oral. Il peut la créer éventuellement, c'est pas quelque chose qui est évident à faire, c'est ce qui lui manquerait, je dirais, il lui manque un certain dynamisme. Bon, en même temps, je le dis ça, je l'ai pas fait pour le pont Mirabeau, après je l'ai
fait, je pense, pour Madame du Châtelet. Il faut qu'il essaie de créer ça. Par contre, en termes de richesse, de tout ce qu'il explique, etc., c'est intéressant. Moi, je l'écoutais dans tous les textes que j'ai écoutés, j'ai trouvé que tout ce qu'il me racontait, c'était intéressant. On a envie de l'écouter. Moi, quand il m'a fait l'exposé sur le premier, le Demain des Lobes au début, qui était vraiment le premier, moi, ça m'a surtout plu parce que c'est un poème que j'aime beaucoup en plus personnellement. Et je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir un commentaire dessus précis qui raconte bien comment une analyse dessus. Moi, je trouvais que Mehdi l'avait plutôt bien faite, même s'il n'était pas complètement à l'aise. Avec Don Juan, il était nettement plus à l'aise. J'ai trouvé que dans un texte où il était pas à l'aise comme le premier, puisqu'il est pas à l'aise lui sur la poésie, moi c'était le théâtre où j'étais pas forcément à l'aise, j'ai trouvé qu'il était plutôt décontracté. Il y a l'essai de Montaigne qui est excellent, d'ailleurs je crois que tu avais eu 14 au bac blanc, donc voilà. Bon après, je pense que comme tu as eu 9 sur 10 l'entretien, si tu gères bien l'entretien, tu t'adaptes à toute situation, je pense que ça devrait aller. Si tu peux créer ce dynamisme-là, c'est ce qui fera la différence avec les autres, c'est ce qui fera ton plus. Il faudrait créer ce dynamisme-là. Si t'arrives pas, bon bah, ça viendra, mais voilà. Après, sinon, t'expliques bien, t'as une bonne expression globalement. Essaye surtout de bien articuler par moment. Ça, c'est important parce qu'il y a des moments, moi je t'écoutais, des moments je ne comprenais pas forcément ce que tu disais, t'articulais pas forcément bien. Et parce qu'en fait, t'étais en train de lire et t'étais un peu comme ça, tu baissais un peu la tête pour bien lire, et là tu vois, on entendait moins parce que t'étais un peu comme ça, etc. Mais sinon, je pense que cet exercice est intéressant parce que ça te permet de surtout te mettre plus à l'aise, de te décontracter, et aussi la vidéo, ça te permet aussi de t'ouvrir, tu vois, face à quelque chose. Et c'est important de faire cet exercice-là parce que moi personnellement, avant j'étais timide. Et de faire de la vidéo pour mes oraux, etc., ça m'a permis d'être beaucoup moins timide, plus à l'aise, etc. Voilà, donc c'est comme ça que tu bats la timidité, que tu affrontes et que tu es plus à l'aise à les oraux. D'accord, merci Nathalie. J'en tiendrai compte alors avant le bac. L'articulation, l'analyse maintenant. Enfin, moi je donne mon opinion par rapport à ce que j'écoutais après. Voilà. Bon bah. Mais j'espère qu'il va avoir une bonne note et il a envie de me venger pour le français, comme il dit, mais bon, pense pas à ça, moi j'étais aussi dans cet état-là, mais moi ce que j'ai envie de te dire aussi, prends du plaisir. Prends du plaisir, c'est le plus important, prendre du plaisir. Je pense que t'en prends parce qu'à un moment donné, on a dû s'interrompre dans la vidéo avec le texte de Don Juan parce que ça te faisait beaucoup rire, la scène Linky Pete justement te faisait beaucoup rire, c'est vrai que c'était assez marrant. C'est là où aussi on voit que tu as un côté où tu prends du plaisir à faire ça, que ça t'amuse un peu, que tu as été ouvert sur la littérature. Je pense que c'est important ça, tu vois, pour d'être ouvert sur tout, d'avoir une ouverture dessus, c'est important ça. Donc montre que tu as aussi du plaisir à faire ça, c'est à travers le dynamisme aussi qu'on voit qu'il y a du plaisir. Mais je suis convaincu que tu l'as au fond de toi. Il faut essayer de le montrer, il faut l'extérioriser, tu vois. Ouais, j'aime bien dit. Bon bah voilà, alors plus qu'à attendre la date butoir, comme on dit. Ouais. Avant nous étions un pasteur, mais ça, c'était avant.